bien, si, selon ce que l'avenir nous réserve, et peut-être que l'effondrement de tous ces gens qui nous accablent va être un sujet romanesque suffisant pour que j'écrive un troisième livre l'année prochaine. Je l'espère. Si c'est le cas, si l'effondrement est conforme à mes vœux, je vous promets d'écrire un troisième tome. Mais là, on parle du premier. On le voit bien aujourd'hui, l'Europe est en train d'essayer de nous priver de notre parole parce qu'on en fait un mauvais usage. Regardez en Roumanie. Les sondages sont issus, on le voit très bien, d'un coup de fil que passe Macron à ses instituts favoris, dont un d'ailleurs est tenu par l'un de ses beaux-fils. Par conséquent, c'est de la foutaise. Et quand on nous explique que Édouard Philippe est le plus populaire en France, on se fout de nous. Tout le monde en est convaincu. Mais comme dans le régime soviétique avant Gorbatchev, tout le monde est convaincu de la perversité du régime et tout le monde attend qu'il tombe. Il va tomber. J'espère y contribuer. On retrouve Léon. Non, c'est pas le même. Excusez-moi, c'est pas le même. C'est pas le Léon même. dans mon premier livre, c'est le nom du curé. Oui. Euh, mais Qui ça, c'est pas inventé. Rien n'est inventé. Mounir, je l'ai connu, il était fils adopté, maghrébin adopté de parents tout à fait ordinaires et tout à fait européens, et il a donc vécu une enfance tout à fait bien élevée, et il était déphasé parce qu'il était bien trop cultivé pour son milieu. J'ai connu tout le monde. Alors, il y en a une seule qui subsiste de la première série et qui débarque dans la deuxième, c'est Salomé, puisque ce genre de femme insupportable qui s'impose dans toutes les réunions du Conseil général, suivez mon regard, on finit par les avoir sur toute une génération de comités en comité de pilotage, etc. Elles finissent par devenir adjointes d'un ministre. C'est exactement ce qui se passe dans le cas. Donc je l'ai prise à 25 ans et on finit à 65-70 et elle finit à Paris. Voilà, mais c'est la province française en politique, c'est ça. C'est que les plus grenouillards, les plus débrouillards, les plus salopards finissent toujours dans le portefeuille des ministres à la fin de leur carrière. vit? Voilà, on voit bien, on le voit bien en ce moment, puisqu'il s'agit précisément de ça. Il s'agit de dépenser nos économies. Nous avons chacun à 70 ans accumulé entre 10 000 et 40 000 ou 50 000 euros et Macron veut nous les prendre tout simplement pour aller financer une guerre idiote qui ne nous concerne en rien. Voilà le principe de toute vie locale par rapport à la nation. Ça s'est passé de même en 1914 où les gens n'étaient pas du tout d'accord pour être mobilisés. Ça s'est passé de la même façon, le nombre de conscriptions contre leur gré que les ruraux ont subi à travers l'histoire de France a été incroyable. Et on est en train de voir là se dérouler la fin du phénomène. Macron veut essayer de réveiller ces ardeurs guerrières imbéciles dans un monde qui a tourné la page déjà. Il ne s'en rend pas compte, mais la page qui va être tournée, il est inscrit dessus. Il sera tourné avec la page. Il y a cette stupidité qui consiste à dire que les ruraux sont méchants et cruels et indifférents avec leurs animaux. C'est évidemment le contraire. Pas mal d'urbains, de citadins ont une amitié pour leurs chiens, mais pas mal, ça veut dire 10%. En ruralité, le nombre de fermiers qui ont une grande indulgence vis-à-vis de leurs bêtes, et attention, je parle même pas du chien et du chat, je parle aussi des brebis et des vaches, ça ne leur est pas du tout indifférent quand les brebis se font attaquer par le loup et quand ils en ramassent une vingtaine saignées dans la poussière. Donc l'idée que les ruraux sont indifférents à l'égard de tout ce qui vit est une idée stupide. La seule chose qu'il y a, c'est qu'ils peuvent pas passer autant de temps que nous à caresser leurs animaux parce qu'il faut qu'ils en vivent et qu'il faut qu'ils trayent les vaches. Ici, on dit traiser les vaches. Les élites, c'est relativement simple parce que ça donne un peu la structure des deux livres. Je décris dans les années 2000 une élite qui était celle des années 90 et celle des années Canal+. Pourquoi? C'est pas parce que je déteste la chaîne Canal+, c'est simplement que à l'époque, il y avait
une élite sociale qui se constituait autour de l'idée de l'abonné. Je suis abonné à Canal. C'était une espèce d'aristocratie de la société, même rurale, surtout rurale. On faisait donc partie des gens distingués par une appartenance à un club, et ce club, c'était celui des abonnés. Donc on parle là des années 90. Vous sautez de 20 ans, 25 ans et vous tombez sur la France rurale de la fibre. C'est la même. Vous avez cette France moderne en ruralité aujourd'hui qui est abonnée à la fibre et qui développe les mêmes réflexes mentaux. Il y en a 15% d'entre eux qui ne se sentent plus parce qu'ils regardent des films en direct, ils jouent aux jeux vidéo, leurs enfants encore pire. Et donc on a vu le résultat de tout ça avec les années Covid, avec les 2 ou 3 années Covid, où cette France des abonnés, cette France dont je dirais qu'elle a la carte du magasin, parce que c'est le même phénomène. Avoir la carte du magasin, c'est faire partie d'une espèce de club VIP dont on ne sait pas vraiment quels sont les avantages, mais c'est toujours bien d'en faire partie parce que avec ma copine Josette, on en fait partie. Et ben c'est pareil pour le QR code. On faisait partie d'une sorte d'élite locale parce qu'on avait le QR, le pass sanitaire, etc. On avait droit à une vie sociale un peu plus brillante que celle de ses voisins. Or, il se trouve que ce que je décris dans le deuxième livre qui s'appelle Robard la Campagnole, c'est la France dont je fais partie qui a dit non à tout, au vaccin, au pass sanitaire, aux brimades quand on sort avec une attestation personnelle. Moi, il m'arrivait de ricaner tellement fort des gendarmes et du maire que plus personne ne me demandait rien pour ne pas être humilié devant les autres. Parce qu'il y a un moment où la résistance des gens qui, comme moi, ont la langue bien pendue, finit par humilier ceux qui exercent l'autorité. Donc ils ont beau vous coller 135 euros, si pour ce prix-là, vous pouvez leur payer leur tête publiquement, ça les vaut. C'est simple, les médias, j'en ai fait partie. Oui, J'en ai fait partie pendant très longtemps. J'ai été donc journaliste, éditorialiste au Figaro. J'ai été invité chez Gisbert, chez Ardisson. Donc qu'on me raconte pas que je suis un aigri dans son trou qui n'a pas participé au jeu de société général. J'ai fait ça. Et donc quand je vois ces défauts, et ces défauts éclatent en ce moment. Les défauts, c'est que nous étions sans le savoir. Moi, je m'en suis douté assez tôt quand même. Les agents d'influence du système américain. Je ne vois aucun exemple dans la télé française des années 80-90 où nous n'ayons pas été à titre collectif, avec Gisbert en tête évidemment pour des raisons génétiques et culturelles, nous n'ayons pas été les agents de l'Amérique. En tant que éditorialiste au Figaro, j'ai été écarté parce que j'étais pas assez béni oui-oui avec l'Amérique. J'ai même été assez sévère. Euh, j'ai écrit chez Robert Laffont un livre qui s'appelait De l'Est, de la peste et du reste, où j'essayais de prouver à un Hongrois qu'il commettait une erreur en se vendant à l'Amérique à peine le mur tombé parce que il le regretterait un jour. Ce livre qui semblait voué à un insuccès complet, qui a d'ailleurs pas connu des ventes énormes, a fait l'objet de 2 pages entières dans The European en anglais à Londres, où on me blâmait d'avoir osé de flétrir l'influence américaine en Europe de l'Est. Que le journal de Robert Maxwell à Londres me fasse une double page en anglais sur ce sujet prouve bien que j'avais touché là où ça faisait mal. Je disais attention à l'Amérique, elle va manger l'Europe de l'Est qui va finir par la vomir. Je disais ça exactement en 90, quelque chose comme ça. Eh bien, ce livre-là a été contrecarré par le système américain. Je vous donne un autre exemple. Dans le Figaro, plus récemment, en 2013-2014, j'ai ricané ouvertement, de manière assez blessante, sur une œuvre d'art qui était dans le parc de Versailles, qui s'appelait Le Vagin de la Reine, par un certain oui. Amish Kapoor, qui est un artiste indo-américain. J'ai tellement ricané dans le Figaro au sujet de cette œuvre d'art que le New York Times a trouvé qu'il y avait danger et a fait un contre-article à mon sujet. L'Amérique a veillé sur nous au sens veillé comme un maton, comme un garde-chiourme pendant les 40 années qui viennent de s'écouler. Et j'ai fait partie de ceux qui ont titillé le maton 2 ou 3 fois, qui se sont aperçus de la lourdeur, du poids de ce système dégueulasse. Écoutez, aussi, daignez considérer ces 2 livres comme une sorte de bible, comment dire, d'éléments de bataille. Ça ferait plaisir que vous conseilliez ces 2 livres, non pas seulement pour ce qu'ils contiennent, mais également pour ce qu'ils représentent. Tout Ils à fait. représentent une
il représente une forme de résistance et ce que je raconte, un jour ou l'autre, on y puisera l'explication de ce que nous venons de vivre.